BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers cette semaine, un dirigeant pas comme les autres. Il est engagé, il est inspirant. Rien ne le prédestinait à devenir le directeur général de la Maïf. Il est le pionnier, on va dire, de la société à mission. Il a participé à la création de tout cela, de l'entreprise politique et également du dividende écologique. Rien que ça, nous aurons le grand plaisir de recevoir Pascal Demurger. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, Camille Châtelet, la cofondatrice d'Entremain, une marque de vêtements de seconde main. Et puis Wilfried Granier, le fondateur et président de la plateforme Superprof. Et puis en dernière partie d'émission, Fred répondra aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Ce sera Fred vous répond. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Pascal Demurger, directeur général de la Maïf. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Pascal Demurger. Bonjour Pascal. Bonjour Frédéric. Alors, tu es un dirigeant très inspirant. Pour beaucoup de tes confrères, mais aussi pour beaucoup d'entrepreneurs, car tu t'engages avec la Maïf pour la responsabilisation des entreprises face aux changements sociaux et environnementaux de notre époque. Tu as fait de la Maïf l'une des premières sociétés à mission de France, tout simplement. Encore récemment, tu as pris des mesures novatrices qui prouvent que la création de valeur d'une entreprise peut et doit aller au-delà du financier. La valeur financière, la force de conviction qui signe le demurgianisme, tu la tires justement d'enseignement et de remise en question que tu as pu vivre tout au long de ton parcours. Alors tu connais le principe de l'émission, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher derrière les faits, j'aime dire derrière l'histoire, derrière le parcours, ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti, ce que tu as appris, de manière à ce que justement on puisse le partager, on puisse en profiter un petit peu tous. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous illustrer des parties de ton parcours et nous poser des questions. On va explorer tout ça et on va commencer par le début. Alors, tu es né en 1964 à Thizy. Oui, absolument. Dans le Rhône. Ouais. Et tu as grandi à Roanne. Ouais. Comment tu définirais ton enfance ? Alors, écoute, je la définirais comme heureuse, sans aucun doute, et comme fondamentalement insouciante. Ouais. Et donc insouciante, ça veut dire, comme souvent l'enfance, quand même très tournée vers à la fois le cercle familial et les copains, quoi, en gros. On m'a dit que tu étais très turbulent. Oui, surtout à l'adolescence, en fait, plus qu'à l'enfance. Adolescence un peu compliquée quand même. Ouais. Alors, donc, tu passes un baccalauréat technologique à Roanne, parce que ton père t'y inscrit. Oui, bah ça c'est la conséquence directe du côté un peu turbulent, c'est-à-dire que j'ai tellement mis le bazar au collège que mon père s'est dit il faut absolument qu'on le mette dans le privé parce que il va être tenu, il va être vissé, tu sais, c'était un peu la représentation qu'on se faisait souvent à l'époque de la différence entre public et privé. Et donc il m'a inscrit dans un lycée privé. Sans savoir, parce que lui-même n'avait pas fait d'études, il avait commencé à travailler à 14 ans, sans savoir qu'en réalité, ce lycée, ce n'était pas un lycée général. Il ne préparait pas au bac classique, il préparait à des bacs techno, bac G en l'occurrence. Moi, j'avoue que j'ai absolument pas regardé, parce que franchement, je ne m'intéressais pas beaucoup à mes études à l'époque, et donc je me suis retrouvé dans ce lycée et à faire un bac G, effectivement. Mais tu enchaînes avec une prépa pour rentrer à l'ENA. Ouais. Alors, comment est-ce que l'ado turbulent s'est retrouvé à partir dans un cursus pour aller à l'ENA, dans une grande école ? Ah, écoute, c'est une longue histoire, mais elle commence d'ailleurs avec mon père, précisément. Un jour où, recevant des amis, l'ami en question lui parle de ses fils, et notamment de son dernier, qui lui-même était assez turbulent et avait de mauvais résultats au lycée. Et il explique à mon père, devant moi, qu'un jour, il lui dit « Ah, bah écoute, papa, je vais faire une école d'ingénieur. Je vais faire une prépa et une école d'ingénieur. » Son père n'y croyait absolument pas. Et effectivement, son fils se met à bosser, fait une prépa et rentre, je crois que c'était aux Mines, mais j'en suis plus... non, à Centrale. Et j'ai vu, au moment où son ami lui faisait ce récit,
j'ai vu une espèce de dépit profond chez mon père. Et j'ai senti qu'il se disait c'est pas moi qui aurais cette chance de voir mon fils basculer et se mettre à bosser. J'avais 17 ans, j'étais en terminale. Et j'ai été très marqué par ce regard. Et ça a été une espèce de déclic pour moi. Je me suis dit, bah ouais, il faut peut-être arrêter de déconner et se mettre à bosser un peu et à essayer de faire quelque chose. Quelques jours après, je suis allé le voir en lui disant, c'était quand même un sujet aussi de fierté hein, à l'égard de mon père. Et je suis allé le voir en lui disant, écoute, à ton avis, papa, c'est quoi l'école la plus dure en France? Et il hésite, il me dit, je sais pas, Polytechnique, l'ENA. Non, l'ENA. Ok. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé, sans savoir ce que c'était, que je ferais l'ENA, en tout cas si j'y arrivais. Et ça a été le début, là, pour le coup, d'une aventure compliquée, hein, parce que, il a fallu tout rattraper, quoi, se remettre à niveau. Et ça a été un boulot gigantesque. Oui, donc là, c'est un gros déclic. Tu t'es mis effectivement à tout rattraper. Alors, tu rentres à l'ENA après cette immensité de travail rattrapé en quelques années. Ouais. Tu rentres dans la promotion Victor Schœlcher en 1996. Et là, est-ce que tu trouves ta place? Tu reconnais tes camarades là? Je ne sais pas. Alors, qui peut-être il y a... Oui, tu les reconnais? Ah bah oui, absolument. Tu es diplômé en 96, tu entames une carrière dans la fonction publique. Ouais. Tu intègres la direction du budget au ministère de l'économie et des finances à Bercy. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage à Bercy aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en retiens? D'abord une période assez heureuse en fait, une période très stimulante. Bercy, c'est un ministère qui marche bien, qui va très très vite, qui pulse énormément. C'est un ministère dans lequel, alors ça a des avantages et évidemment de grosses limites, mais c'est un ministère en administration centrale en tout cas, dans lequel il y a une très grande homogénéité à la fois de parcours, d'âge également, un peu de profil, ce qui évidemment est assez confortable parce que on se comprend vite, est assez agréable parce que c'est très rapide, ça va vraiment très vite. Évidemment, ce qui engendre une énorme limite, hein, c'est qu'il y a un schéma de pensée qui est quand même un peu unique. Mais j'ai passé de belles années là-bas et j'ai appris une chose, parce que mes fonctions, à un moment donné, m'y conduisaient. Je crois que j'ai appris à négocier là-bas. J'ai eu pendant quelques années un boulot qui consistait, j'ai exercé en fait la tutelle pour le compte de l'État sur toute la politique sociale du secteur public, donc des entreprises publiques, des établissements publics, etc. Et donc je négociais en permanence avec les dirigeants ou avec les DRH, au fond, sur jusqu'où ils pouvaient aller en termes de politique sociale. Et donc j'ai passé des années dans une posture de négociation et ça m'a énormément plu et j'ai beaucoup appris. Donc tu es rentré en 2002 à la Maïf et ensuite, dès 2009, donc, tu prends la direction générale de la Maïf. De 2009 à 2016, eh bien, tu es dans la Maïf qui a une société qui a quand même plus de 70 ans d'existence, mais qui est quand même pionnière dans son domaine grâce justement à ce que tu en as compris, la manière avec laquelle tu t'es adapté et tu l'as fait évoluer, Stéphanie. Effectivement, en mai 1934, on va faire un saut dans le temps pour se libérer des assurances trop chères. 300 instituteurs vendéens créent la première mutuelle indépendante, la mutuelle d'assurance automobile des instituteurs de France. La vocation première qui est toujours d'actualité, c'est d'être au service de l'homme et non la recherche du profit. Chaque sociétaire est à la fois assureur et assuré. Et très vite, d'autres mutuelles prennent exemple et s'inspirent de ce modèle. MAF, Massif, Matmut. À partir des années 1980, la Maïf diversifie ses activités vers l'assurance vie, la prévention et s'ouvre à de nouveaux publics, à tous ceux en fait qui partagent les mêmes valeurs du groupe. La gouvernance, elle, est totalement démocratique avec 4 millions de sociétaires qui élisent 750 délégués qui élisent à leur tour les membres du conseil d'administration. Exactement. Et naissance de la Maïf en 1934, un endroit que tu connais bien. Oui, à Fontenay-le-Comte. Alors c'est vrai que c'est une ville qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y ai grandi, tout simplement. Alors maintenant, la Maïf, c'est plutôt à Niort, mais en fait, c'est vrai que ça a été créé à Fontenay-le-Comte juste avant. Comment tu t'es préparé justement sur ces années avant à
eh bien, devenir DG d'une société mutualiste quand effectivement, en arrivant, tu n'avais pas forcément tous les codes? Bah, écoute, je ne sais pas si je me suis bien préparé parce que les premières années, les toutes premières années, 2009, 2011, 2012, en réalité, j'ai dirigé cette entreprise au début comme une entreprise classique. Et donc très concentré sur des KPI quantitatifs, sur l'efficacité opérationnelle, sur la rentabilité, sur des indicateurs de performance tout à fait classiques, sans comprendre suffisamment toute la richesse en réalité de ce modèle un peu alternatif, à la fois dans la relation avec la société, les sociétaires, hein, effectivement au service de l'individu plutôt qu'au service du profit, sans comprendre non plus la richesse qu'il peut y avoir dans les relations internes à l'entreprise, hein, avec le corps social, avec les salariés. Et donc j'ai entrepris à l'époque un certain nombre de réformes qui sans doute étaient justifiées sur le fond, mais que j'ai conduites de manière beaucoup trop brutale. Et l'entreprise a réagi. En 2011, il y a vraiment eu un moment de tension entre l'entreprise et moi, avec un droit d'alerte décidé par le comité d'entreprise à l'époque, avec des tensions également à l'Assemblée générale d'ailleurs. Hein, les élus ont ressenti aussi ce hiatus. Et finalement, j'ai moi-même assez profondément et assez rapidement changé, intégré cet aspect culturel et compris qu'en réalité, on pouvait en faire d'une certaine manière un avantage concurrentiel, en tout cas une source de performance extrêmement puissante. Et à partir de ce moment-là, à partir de 2012-2013, j'ai eu à cœur avec mon équipe de faire de ce qu'on pourrait appeler l'engagement de l'entreprise, l'engagement à l'égard de ses salariés, à l'égard de ses sociétaires et à l'égard du vaste monde, hein, à l'égard notamment de l'environnement, mais aussi des sujets sociaux, la source ou une des sources importantes de la performance de l'entreprise et de sa stratégie. C'est à ce moment-là que tu inities toute la notion du management par la confiance. Absolument. Et donc, il y a un séminaire de managers en 2014 où tu dis à tout le monde, votre but, ce n'est pas de rapporter de l'argent, mais c'est l'épanouissement des collaborateurs. Oui, c'est exactement ça. Séminaire de La Rochelle, alors qui reste dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. Hein, il y avait, je sais pas, 800 personnes à peu près, qui reste vraiment un moment assez inoubliable. Et les gens m'en parlent encore aujourd'hui avec de l'émotion, parfois quasiment des larmes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a énormément marqué, qui m'a beaucoup marqué également. Et donc, c'est un séminaire au cours duquel on a lancé justement ce qu'on appelle le management par la confiance. Et à un moment donné, en effet, je me suis adressé aux managers en leur disant, si vous avez un objectif unique, et je vous demande en réalité d'avoir comme objectif exclusif l'épanouissement de vos collaborateurs. Ce qui évidemment n'est pas complètement intuitif, hein, parce que quand on est manager, on se dit que son objectif premier, c'est plutôt la performance opérationnelle, c'est l'efficacité de son équipe. En réalité, qu'est-ce que ça signifiait ? Ça signifie que quand on se fixe effectivement, mais de manière sincère, comme objectif de l'épanouissement de ses collaborateurs, on va prendre un certain nombre de décisions, d'orientation, dans le sens de cet épanouissement. Chercher à donner du sens à l'activité de chaque collaborateur. Chercher à manager sur une base de confiance a priori. Et donc laisser beaucoup plus de marge de manœuvre, de pouvoir de décision, de pouvoir de choix à chaque collaborateur. On va chercher à générer une relation et des relations dans l'entreprise qui se reposent beaucoup plus sur l'attention qu'on va porter à l'autre plutôt que sur la compétition, que sur l'individualisme. Tout ça, en effet, fait que chaque collaborateur se retrouve beaucoup plus motivé, comprenant beaucoup mieux le sens de ce qu'il fait, bénéficiant de marge de manœuvre qui fait que c'est beaucoup plus stimulant, et tout ça dans des relations beaucoup plus bienveillantes. Et en effet, c'est vraiment une source d'épanouissement très forte. Alors c'est un effet de cascade aussi, parce que en fait, c'est un effet de cascade, c'est-à-dire que quand tu fais en sorte que tout aille bien pour les collaborateurs, généralement ça donne naissance à un excellent service ou un excellent produit qui lui-même donne naissance à tout simplement des clients contents. Exactement, c'est complètement au cœur de l'efficacité. D'abord, les gens sont infiniment plus motivés et donc plus engagés. Et puis, les gens sont extrêmement fiers
de leur marque, parce qu'en effet, le service est de meilleure qualité, et ça devient les meilleurs ambassadeurs de la marque. Et la relation client est transformée en symétrie de la relation managériale. En 2019, tu publies un livre qui s'appelle « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». C'est quoi l'entreprise politique? L'entreprise politique, c'est l'entreprise qui a conscience de ses responsabilités sur le monde, c'est-à-dire a conscience que son activité et la manière dont elle conduit son activité a évidemment des conséquences sur son environnement social, sociétal, écologique, environnemental. Et c'est une entreprise qui décide d'essayer d'avoir un impact le plus positif possible sur son environnement. Politique au sens de action dans la cité, quoi, hein, au sens noble du terme, si je puis dire. Donc c'est vraiment ça le point important, me semble-t-il, hein, c'est être conscient de son impact et prendre la responsabilité de transformer cet impact en un impact le plus positif possible. Dans cette lignée, tu participes à l'élaboration de la loi Pacte, c'est-à-dire la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, qui a reconnu à l'entreprise justement un objet différent de celui simple de créer du profit et qui a créé la qualité d'entreprise à mission. Tu as donc fait de la Maïf une des premières entreprises à mission de France. Et on a une question pour toi de la part de quelqu'un que tu connais bien, Brice Rocher. Hello Pascal, salut Fred, j'espère que vous portez bien. Alors Pascal, ma question va être assez simple. Depuis que tu as adopté le statut de société à mission, qu'est-ce qui a changé concrètement au sein de la Maïf? Oui, alors Brice connaît bien aussi hein, le statut d'entreprise à mission et il l'est lui-même, hein, son entreprise l'est elle-même. C'est assez paradoxal en réalité, hein, parce que tu l'as compris, hein, les engagements de la Maïf étaient bien antérieurs au passage au statut d'entreprise à mission, et donc on pourrait se dire finalement on est dans une forme de continuité, ça n'a pas changé grand-chose, et c'est vrai que concrètement les engagements préexistaient, et évidemment ils continuent d'exister, même si on les renforce chaque année, et en réalité ça a changé pas mal de choses. Et ça a changé en particulier tout simplement le regard que l'on porte sur l'entreprise, que ce soit le regard que l'on porte en interne ou que ce soit le regard qui est porté par l'extérieur sur l'entreprise. Parce que devenir entreprise à mission, c'est s'obliger à mettre en place une gouvernance particulière, un comité de mission, s'obliger à rendre des comptes, y compris à un organisme tiers indépendant qui audite les engagements, en quelque sorte, la politique d'engagement de l'entreprise. Et c'est faire tout ça avec la plus grande transparence. Hein. On publie le rapport d'audit de cet organisme tiers indépendant. Il est sur notre site internet. Ça veut dire que, d'une part, on donne à voir ce que l'on fait. Et d'autre part, en le donnant à voir, on crée en réalité un mouvement qui est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on est entreprise à mission, c'est quand même compliqué de dire non, on va cesser de l'être. Donc ça crée quelque chose qui fait que les gens n'appréhendent plus tout à fait de la même manière le fait effectivement que l'entreprise cherche un impact positif. C'est cet engagement et cette transparence que vous garantissez à vos sociétaires, Stéphanie. Effectivement, un engagement qui permet d'être à la Maïf, d'être l'assureur numéro 1 de la relation client pour la 18e année consécutive tout de même en 2022, selon l'étude Kantar Bearing Point, devant Nespresso et Yves Rocher. Maïf est récompensé pour la qualité d'exécution et le lien avec ses sociétaires. Exécution, lien, émotion, ce sont aussi les 3 piliers qu'on retrouve notamment dans les pubs singulières de la Maïf. Elles sont connues, on les reconnaît de loin avec les désormais célèbres petits bonhommes en bâton que l'on voit actuellement sur l'écran. Donc j'ai vu passer une opération dont on va parler là maintenant, qui est celle que vous avez faite pendant la pandémie. Puisque pendant la pandémie, tu as pris une mesure inédite, tu as décidé de redistribuer aux sociétaires 100 millions d'euros de primes auto perçues alors que les voitures étaient à l'arrêt, puisque techniquement, donc, comme les voitures ne roulaient plus, en moins pendant le confinement, il n'y avait plus d'accidents, et donc vous n'avez plus rien à assurer. Et comment vous avez eu cette idée
Et pourquoi? Je sais que moi, on m'a demandé de redistribuer 30 € à la cause de mon choix, parmi une liste que vous aviez sélectionnée. Comment c'est venu cette idée-là? Est-ce que ça vient des valeurs? Est-ce que ça vient d'un constat que vous aviez trop perçu à ce moment-là? Bah, c'est venu d'abord, alors moi je me souviens très bien, hein, je ne sais pas si tu te souviens, 17 mars 2020, annonce par Emmanuel Macron du confinement. C'était un lundi soir. Le mardi matin, je réunis mon équipe, évidemment pour préparer le confinement qui commençait dès le lendemain. Hein. Il fallait que l'activité opérationnelle continue, alors même que plus personne ne serait sur les sites. Donc c'était quand même, il y avait quand même pas mal de boulot. Mais avant ça, je leur ai dit une chose. Je me souviens très bien. Je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas, on ne sait pas aujourd'hui quelles vont être les conséquences de ce confinement pour nous en tant qu'assureurs. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est hors de question de tirer un quelconque bénéfice de la crise. Il y a des gens qui vont souffrir, il y a des entreprises qui vont souffrir parce qu'elles sont obligatoirement, elles sont fermées, notamment les commerces, les restaurants, etc. Il est hors de question dans ce contexte que l'on tire un quelconque bénéfice de la crise. Quelques jours après, on commence à y voir un petit peu plus clair et on se rend compte que, en effet, il n'y a pas de voitures dans les rues, donc il n'y a plus d'accidents, baisse de 75 ou 80% du nombre d'accidents, parce qu'il y avait malgré tout quelques voitures, mais très très peu. Et donc, évidemment, dans la logique de on ne tire pas de bénéfice de la crise, le premier réflexe, c'est de se dire on n'a aucune légitimité pour conserver des primes d'assurance automobile destinées à couvrir des accidents qui n'auront pas lieu parce qu'il n'y a pas de circulation. Et donc, on va les rembourser. On va rembourser la prime d'assurance auto équivalent à la période du confinement, ce que l'on a fait, et puis en donnant la possibilité, en effet, à nos sociétaires, soit de conserver l'argent pour eux, soit de le reverser à une cause, notamment dans le domaine sanitaire et social. L'époque, évidemment, le voulait. C'est venu comme ça s'est imposé pour nous avec la force de l'évidence. Alors, en décembre 2022, donc oui. Très récemment, tu récidives, puisque tu as encore ouvert une nouvelle voie, une nouvelle dimension dans justement la création de valeur pour la société en annonçant la création d'un dividende écologique. Alors, comment ça marche et qu'est-ce que ça va donner? Je te disais tout à l'heure que notre stratégie repose sur le fait que notre engagement crée de la performance. Et on a voulu boucler la boucle et faire en sorte que la performance puisse nourrir nos engagements et notre impact. Ça veut dire quoi? La performance, elle est mesurée par le résultat annuel, hein, le bénéfice que l'on va faire, que l'on va réaliser. Et donc, on a décidé de consacrer une partie de ce résultat, tout simplement de le rendre à la planète en réalité. Hein, et donc de verser un dividende écologique, c'est-à-dire d'affecter 10% de notre résultat annuel à des causes, notamment en faveur de la biodiversité, ou en faveur de la protection de nos assurés les plus fragiles et les plus démunis contre les intempéries et les risques climatiques. Et donc en termes de montant ou en termes de pourcentage, c'est 10%? 10% chaque année de notre résultat. Là, par exemple, sur la base du résultat 2022 et donc dividende 2023, ça va être à peu près une dizaine de millions d'euros. Alors j'ai deux dernières questions pour toi. On a vu toutes ces initiatives formidables et pionnières. Mais dans un récent podcast avec Alexandre Mars, tu as déclaré que l'entreprise que tu aurais aimé créer, c'est Blablacar. Est-ce que c'est vrai? Si je l'ai dit, c'est vrai. Écoute, pourquoi? Écoute, oui, pour plein de raisons. Moi, je trouve que ça fait rêver une entreprise comme Blablacar. Il y a tous les ingrédients. Une boîte de la tech, une idée totalement innovante, totalement nouvelle, qui évidemment a une contribution directe et très forte à la planète, qui par ailleurs crée une sorte de convivialité, des échanges entre les individus quand ils sont dans la même voiture, et en plus une entreprise qui est hyper successful, qui a une croissance qui est absolument incroyable. Donc oui, tous les ingrédients sont là. Je ne vais pas dire le contraire. Je partage 100% bien évidemment tous ces constats de valeur
qui sont portés par le covoiturage. Mais alors en vrai, tu sais que la Maïf m'a un peu inspiré pour la création justement de ma nouvelle aventure, hein, qui est Captain Cause, Oui. qui est justement une redistribution d'argent que les entreprises peuvent faire vers des causes qui leur tiennent à cœur, en demandant à leurs clients ou leurs collaborateurs de choisir justement comment cet argent va être fléché. Donc exactement ce que tu as fait, ce que vous avez fait pendant la pandémie. Donc pour te consoler, dis-toi que la Maïf a inspiré la création de Captain Cause. Ça me fait très plaisir. Et ma dernière question portera sur simplement savoir ce que tu aurais fait si tu n'étais pas aujourd'hui chef d'entreprise de la Maïf. Est-ce que tu serais justement entrepreneur, musicien, professeur? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce qu'aujourd'hui, on voit que tu es complètement dans cette mission-là et attaché évidemment à la Maïf. Écoute, je dirais deux choses. D'abord, je suis extrêmement content, heureux même de diriger cette belle entreprise. C'est franchement une aventure extraordinaire et qui est très riche et vraiment j'en suis très heureux. Si je me remémore mes années d'adolescence, on en parlait tout à l'heure, il y a un métier qui m'attirait beaucoup, qui m'aurait beaucoup attiré. J'aurais beaucoup aimé être ébéniste. Et d'une manière générale, je crois que j'avais un certain attrait pour les métiers manuels en réalité. Très bien, très attirant, très esthétique. Merci beaucoup Pascal. Merci à toi pour Frédéric. tous ces partages. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.